Vous regardez Média en TV Afrique, bienvenue dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. En première partie d'émission, nous allons consacrer à l'achat en ligne. Aujourd'hui, on commande beaucoup en ligne, mais parfois on est très déçu lorsqu'on reçoit la commande. Les commandes en ligne perdues entre bonheur et déception, on en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons nous rendre dans des fast-foods pour comprendre aujourd'hui un petit peu l'avènement de ces fast-foods. Pourquoi aujourd'hui on est attiré par ces structures de restauration. On en parle en fin d'émission. Et pour décortiquer ces thématiques, je reçois sur ce plateau un habitué des Génération News, Rémi, étudiant en microfinance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média en TV Afrique. Je vous en prie. On remercie également Sarah, étudiante en communication, marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. Nous avons également le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau de Génération News Axel, étudiant en génie logistique. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je vous en prie. Et on termine avec Ketia. Vous êtes étudiante en banque et assurance. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Un plaisir partagé. Les amis, plaisir partagé. On y va, on parle de l'achat en ligne. Sarah, pourquoi aujourd'hui, on va dire, ce processus prend de l'ampleur ? Alors déjà, le processus d'achat en ligne, communément appelé e-commerce, est déjà ce développement-là de la vente en ligne, mais via le digital, la plateforme digitale. Donc aujourd'hui, elle prend bien évidemment de l'ampleur parce que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte de l'influence, voire de l'influence qu'il y avait sur les réseaux sociaux, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et ces entreprises ont effectivement compris qu'il fallait bien évidemment pour elles pouvoir s'impliquer en fait via les réseaux sociaux à cause de cette possibilité-là d'avoir accès à une pluralité, voilà, une cible plus large. Exactement. Voilà. Et mon cher Rémi, elle a parlé évidemment de l'avènement des réseaux sociaux. On voit évidemment que les femmes ou les commerçants de manière générale vont sur ces réseaux sociaux-là pour faire la promotion de leurs produits. Mais revenons au processus en lui-même, la commande. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce processus, commander un article en ligne? Oui, je l'ai déjà fait. D'accord. Oui. Et lors de la réception, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez commandé ou pas du tout? Là, ça dépend de l'article et puis ça dépend du site sur lequel nous avons commandé. Nous avons des sites, nous rencontrons des personnes, des vendeurs, où il y a souvent une inadéquation entre ce que l'on voit sur le net et ce que l'on reçoit. Et généralement, il y a une pluralité de satisfaction, mais tout comme une déception aussi. Et la déception chez vous, elle se trouve à quel niveau? Lorsque vous n'avez pas le produit commandé ou lorsque vous recevez, on va dire, le produit commandé, mais avec plusieurs défauts dessus? Voilà, avec plusieurs défauts. On commande un produit, il nous présente un produit via l'écran, mais ce que l'on reçoit n'est pas toujours ce que l'on a vu. Parfois, il y a des défauts dessus. Parfois, le produit arrive en retard. Vous vous rendez compte, vous devez recevoir un produit à une date bien définie parce que vous avez gardé le budget pour cela, mais le produit arrive un mois après. Et vous ne pouvez pas garder l'argent uniquement pour cette chose, donc vous l'utilisez pour un autre besoin. Et le produit arrive, malheureusement, vous n'avez plus de sous et obligé de le renvoyer. D'accord. Ketia, est-ce que vous avez déjà commandé en ligne? C'est la question que je pose. Oui, j'ai déjà commandé en ligne. D'accord. Et vous partagez l'avis de notre ami Rémi. La déception, elle est grande en général quand on reçoit un produit qu'on a commandé? Effectivement, la déception, elle est grande. Comme Monsieur Rémi a pu le souligner, souvent les articles ne répondent pas à nos attentes. Je me souviens également que j'ai eu à commander en ligne le fer à lisser et pour vous faire une nouvelle coupe? Oui, pour vous faire une nouvelle coupe. D'accord. Et au niveau de la réception, je me suis rendu compte que le colis il était cassé. Et le problème que nous rencontrons souvent avec l'achat en ligne, c'est qu'il est difficile de retourner le produit. Souvent, le processus prend longtemps parce qu'on vous dit vous avez un délai de 7 jours. Et lorsque vous recontactez le site, on vous fait tourner, on vous fait parce que les réclamations, ça, comme vous l'avez dit, ça prend du temps en général. Oui, ça prend du temps, mais lorsque vous atteignez ce délai-là, il n'est carrément plus possible pour vous de retourner le produit. D'accord. Mon cher Axel, alors évidemment,
finalement, l'achat en ligne nous facilite la vie, mais derrière, elle complique encore davantage notre vie, notre manière de procéder, de vivre, tout simplement. Oui, tout à fait. Parce que déjà, surtout quand on parlait au niveau de la déception, et je voudrais rebondir par rapport à ce que Rémi disait. D'accord. Déjà, au cas du délai. Du délai qui sont trop longs en fait. Les délais d'attente sont trop longs par rapport à la commande et à la réception. Par rapport à la commande et la réception, je prenais par exemple le cas, par exemple on parle de dropshipping. Le dropshipping, autant pour moi. Le dropshipping c'est un système mis en place par les boutiques en ligne qui n'ont pas de stock, qui ne sont pas producteurs, qui n'ont pas de stock, qui n'ont pas de magasin, mais qui sous-traitent entre l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire entre l'acheteur et le fournisseur. Donc, et souvent, quand ils transmettent la demande, quand ils font la demande au fournisseur, ils ne tiennent parfois pas compte de la situation géographique du fournisseur. Ce qui fait que parfois le fournisseur est très loin par rapport à l'acheteur. Et du coup, comme disait Rémi, le délai d'attente sera tellement long et après on sera contraint de dépenser de l'argent parce qu'il y a certaines difficultés qui surviennent. Ah, mais c'est surtout qu'on veut aussi le produit. Ouais, donc, on veut le produit, c'est une difficulté du problème. Et parfois nous sommes obligés d'aller dans achat en ligne, c'est un peu trop long, on va laisser ça. Et puis on va parfois se rendre dans les magasins et tout. C'est un peu ces processus-là qui compliquent un peu la... Mais Sarah, est-ce que la solution, elle n'est pas là? C'est-à-dire, au lieu de commander en ligne, d'y aller directement, de manière physique, dans le magasin? Alors moi je pense effectivement que déjà la présence de l'achat en ligne, donc de la vente en ligne, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir permettre cette facilité-là de pouvoir avoir un produit sans pouvoir avoir à se déplacer. Maintenant après, comme toute vente a ses réalités et ses contraintes en fait. Donc aujourd'hui ce sont des contraintes, c'est normal. Nous ne faisons peut-être pas, nous n'avons peut-être pas conscience du processus de livraison ou de tout ce que ça demande pour avoir un produit. Mais aujourd'hui, en fait, la vente en ligne, c'est vrai qu'elle est un peu plus, comment dire, il y a des entreprises ou voire des magasins de commerce qui font un peu dans l'exagération. C'est-à-dire que au niveau de, c'est le fait de vouloir trop faire de la pub en fait pour pouvoir attirer la clientèle. Donc à force de pouvoir trop faire de la pub, on vend du rêve. Donc on vend du rêve pour pouvoir attirer, mais parfois même pour pouvoir attirer, on n'a pas forcément besoin de sortir hors de la réalité. Mais aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de magasins font, malheureusement, et c'est ce qui crée une déception souvent à l'acquisition du produit, en fait. Oui, mais si l'entreprise fait de la pub, c'est comme vous l'avez dit, c'est pour vendre le produit. Après, entre faire la pub et répondre à la demande, c'est-à-dire la commande, c'est deux choses différentes. On est d'accord, mon cher Rémi? Évidemment, on peut faire de la pub, mais si derrière, on n'arrive pas à répondre à une commande, si j'ai commandé une chaussure pointure 43 et que je reçois une ballerine pointure 45, on est d'accord qu'évidemment, même si derrière il y a eu de la pub, mais la satisfaction n'est pas là. Oui, mais juste, moi je dirais que là, alors c'est au niveau de l'organisation. Parce que pour pouvoir, comme vous l'avez dit, si vous commandez une chaussure homme en pointure 43 et que vous recevez une ballerine femme en pointure, je ne sais pas, 36 ou 39, là c'est de l'organisation au sein de l'entreprise même. C'est aussi là le défaut dans l'achat en ligne, l'organisation. Moi je dirais plutôt que par rapport à, je voudrais rebondir. Allez-y. Ouais, en disant que tout dépend de la logistique mise en place. Parce que rappelons que la logistique, c'est la gestion des flux physiques et informationnels. Donc, si au niveau de l'information, le traitement des informations doit être strict. Parce que si on sait que M. Régis a fait une commande, si M. Régis a fait une commande d'une basket pointure 45, oui. Une basket de pointure 45, que ces informations soient traitées de manière rigoureuse, transmises au fournisseur. Le fournisseur et que le fournisseur traite, il doit y avoir une concordance des informations entre l'émetteur de l'information et le récepteur de l'information. D'accord. Voilà, donc du coup, de manière à ce que si on dit que M. Régis a commandé du 45,
que cela soit transmis au vendeur de 45, la couleur, la pointure et la forme. Toutes les précisions de la commande. C'est la logistique carrément qui est le pilier, qui doit être le pilier des achats en ligne. D'accord. Rémi, allez-y. Justement, rebondir sur ce qu'il a dit, parce que l'achat en ligne est tellement vaste. Parce qu'il y a des magasins qui ont des sites, il y a des magasins qui ont des sites en ligne, mais il y a aussi des sites qui vont vers les magasins et tout comme les magasins qui vont vers ces sites. Parfois, il y a des sites qui ne sont pas, je vais dire, qui ne sont pas en possession de ces produits-là. On vient, on livre à ces derniers et eux, ils transmettent tout simplement aux clients. Donc, ils sont intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur. Mais à qui la faute alors? Si on reçoit un produit, voilà, on est dans ce sentiment de déception, à qui la faute? On lance la pierre à qui? Le vendeur. D'accord. Parce que le vendeur, il présente le produit, non seulement de manière imagée, mais de manière descriptive aussi. Il doit décrire ce produit, c'est-à-dire un ensemble veste, 3 pièces, de couleur rouge ou de couleur bleue. Mais lorsque tu commandes le produit, on se rend compte que la veste est de couleur blanche. Vous voyez qu'il y a une déception totale. Maintenant, à ces niveaux, ces derniers qui font justement du commerce en ligne doivent mettre toutes les informations possibles pour la satisfaction du client. D'accord. Vous l'avez fait, vous, Ketia? Vous avez mis les informations, vous avez été déçu lorsque vous avez commandé votre fer à lycée. Est-ce que la description elle était totale? Oui, la description elle était totale. Et c'est pour nous, d'où la déception, parce que je ne m'attendais vraiment pas à recevoir un produit, un article hors de celui que j'avais eu à sélectionner. Oui, comme on dit, c'est le plaisir. Vous avez défilé sur les réseaux, vous avez vu un joli Babyliss, c'est comme ça qu'on dit déjà, je crois. Oui. Et puis vous vous êtes dit, voilà, je vais commander. Et derrière, déception. Oui, et derrière, déception. Et j'aimerais également rajouter, si vous me le permettez, de revenir sur un point essentiel, parce qu'il y a Sarah qui a eu à énumérer le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs structures en fait qui font dans l'achat en ligne. D'où comme ça la flexibilité que Internet offre à ces structures-là. Mais je pense également que tout vient du système de l'Afrique, l'Europe. Parce qu'en Europe, il y a il y a un système bien mis en place pour satisfaire mieux la clientèle. Il est vrai qu'ici, en Afrique, il y a bien les structures qui font dans l'achat en ligne, mais qui... Dans la livraison aussi. Également dans la livraison, effectivement. Mais qui ne répondent pas réellement aux attentes parce que... mais quelles sont les attentes? C'est la rapidité? Les attentes, il y a la rapidité, oui, mais il y a également la satisfaction au niveau de l'article. Donc, c'est un peu ça. Sarah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien emballer au-delà de prendre les commandes, comme l'ont souligné nos amis Axel et Rémi. Que faut-il faire aussi pour le vendeur derrière? C'est parce qu'on le dit très bien, on sait dans le monde du commerce, la priorité pour un commerçant, c'est de fidéliser la clientèle. Et si on n'est pas satisfait derrière, on perd en client. Bien sûr. Alors, je pense que déjà, comme vous l'avez dit, pour la fidélisation, il faut bien évidemment que les commandes soient bien transmises. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour moi, tout ça regroupe à l'organisation. Organisation en ce sens où chacun doit savoir, parce qu'aujourd'hui, derrière l'apparence du site, derrière cette vente en ligne, c'est toute une organisation, c'est toute une équipe qui est mise en place pour la satisfaction de la clientèle. Mais Sarah, les déceptions sont énormes, au vu en tout cas des réactions quand je préparais cette émission. Ça sous-entend quoi? Qu'on est mal organisé sur le continent, du moins dans certains pays, comme l'a souligné Ketia? Oui, mais aujourd'hui, elle a pris l'exemple tout à l'heure de la différence entre les pays africains ou le continent africain et l'Europe. Simplement parce que l'Europe, pour certains pays d'Europe, sont assez organisés sur ce système de vente en ligne. Peut-être qu'ils sont mieux outillés aussi sur tout ce qui est digital, le digital aussi. Ils sont mieux outillés, mais l'insatisfaction de la réception d'un colis n'a rien à y voir avec l'outil digital. Ça n'a rien à y voir avec l'outil digital. C'est maintenant l'équipe qui travaille là-dessus, en fait. Parce que l'outil digital sert à promouvoir. L'outil digital sert à faire la publicité, à vendre son produit. Et maintenant, une fois que la commande est passée, parce qu'une fois que vous attirez la clientèle et que cette clientèle attend de vous la satisfaction de son produit, l'équipe derrière
Donc le travail qui se fait derrière doit être un travail assez organisé. C'est-à-dire que la commande, voilà, Ketia a demandé une chaussure à pointure 36, couleur telle. Ok, toi tu es chargé de ça, voilà la pointure comme ça, comme ça. La personne qui est chargée de ça se doit de vérifier. Et même avant de pouvoir envoyer une commande, il y a encore une dernière vérification. Donc tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Et si le travail d'équipe n'est pas fait, c'est normal qu'il y ait de l'insatisfaction au niveau de la clientèle. Et c'est justement ça, Rémi, je vous sens un petit peu partagé. Vous nous laissez un petit sourire. C'est dû à quoi ce sourire? Vous partagez son avis ou bien? D'accord. Je partage totalement son avis. Tout va de soi avec l'organisation. Moi, je me rappelle une fois, un ami avait commandé un ventilateur. Le ventilateur était grand, je ne maîtrise pas bien la capacité de ce, voilà, d'accord, du volume, moteur, voilà. D'accord, du moteur, ouais. Le ventilateur était vraiment grand, mais lorsque le livreur arrive, on livre un petit ventilateur, mais il s'est fâché. Non, c'est pas ça que moi j'ai commandé. Vous voyez que c'est toute une organisation, non seulement la personne qui présente le produit, la personne qui va livrer et la personne également qui... Et voilà quoi, de toutes ces personnes qui mettent ça en ligne. Et voilà, on doit tout faire, vraiment tout faire. Moi, je rejette aussi la faute au client. D'accord. Je rejette aussi la faute au client parce que lorsqu'on voit un produit, on est juste pris par les images, sans pourtant avoir connaissance de ce que l'on veut vraiment acheter. Oui, mais Rémi, si vous voyez, prenons le cas de notre amie Ketia, elle a vu un Babyliss, elle n'a pas besoin de s'informer davantage sur le Babyliss, elle veut un Babyliss. Donc elle le commande tout simplement, le Babyliss. C'est vrai, elle le commande, mais il y a aussi la qualité. C'est-à-dire, lorsque le vendeur arrive, il met son produit en ligne. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de vendre. Il fait la description de la chose. Si parfois non, parfois on ne retrouve pas la description justement de l'article. Je crois que ce que Rémi essaye de dire, c'est au niveau aussi de la connaissance personnelle du client via ce qu'il veut acheter en fait. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas tous technologie, donc nous n'avons pas forcément des connaissances. Sarah, ça c'est sur un plan technologique. Revenons sur un plan purement vestimentaire. Prenons le cas d'une chaussure. Vous l'avez dit, à partir du moment où on précise les descriptions de l'article, chaussure noire, pointure 42, à livrer à Grand Dakar ou à livrer à Tanger ou à Rabat, on est évidemment dans la précision. Donc, on connaît le produit qu'on veut quelque part. Donc, oui, c'est évidemment, il faut connaître le produit, mais si on est dans le processus où on a toutes les infos, comment ça se passe derrière? Oui, mais toutes les infos. Bon, après là, maintenant, au niveau de l'acquisition du produit, je pense que sur le coup, voilà pourquoi c'est aussi important pour nous, clientèle, de vérifier dès l'instant. Dès l'instant, donc vérifier, pouvoir avoir comment on appelle, ce réflexe-là, au moment de la livraison, de vérifier sur place. C'est vrai que souvent, ceux qui viennent, les livreurs, ne sont pas forcément rattachés à l'entreprise. Oui, parce que c'est un autre business à côté, évidemment, la livraison. Mais dès la réception, moi, je pense qu'il faut tout de suite vérifier. Et si le produit n'est pas bon, tout de suite, on réagit. Mais si on le garde une fois, deux fois, parce qu'on n'a pas vraiment bien observé, là, c'est normal qu'il y ait des complications en fait. Est-ce que quelque part, Axel, on ne dépense pas un peu plus lorsqu'on commande en ligne parce qu'il y a des frais de livraison déjà, y compris, c'est-à-dire si la chaussure a 25 000, y compris les frais de livraison, ça peut grimper à 30 000, ça dépend de la distance. Est-ce qu'on ne dépense pas plus en commandant en ligne ou bien, on va dire, c'est pareil, comme si on se déplaçait pour aller dans une boutique parce qu'on prend le taxi aussi derrière le transport. Donc, je veux dire, l'équilibre, il est où? Est-ce qu'on préfère y aller en ligne ou bien tout simplement je dirais que, voilà, par rapport à la thématique déjà du bonheur à la réception, moi je dirais que l'achat en ligne a son bonheur aussi. D'accord. Bonheur pourquoi? Parce que, vous savez, l'avantage avec l'achat en ligne, c'est que la commande peut être faite partout. À la maison, aux toilettes, autobus. Voilà, au travail et tout. C'est cette particularité-là qui est très intéressante. D'accord. Cette particularité-là qui est vraiment intéressante. Et puis avec l'avantage avec l'achat en ligne, c'est que on peut voir la comparaison des prix d'un seul article. Voilà, on peut voir la comparaison d'un article sur plusieurs sites. D'accord. Et on prend le moins cher évidemment. Voilà. D'accord. La comparaison de plusieurs articles. Et puis moi je trouve que ce sera moins cher. Par exemple, si ce sera moins cher d'aller faire du magasin en Europe que de commander qu'il arrive. D'accord. Oui, Ketia, allez-y. Je voulais tout simplement rajouter que ça rejoint
également le point de vue de M. Rémy, lorsqu'il disait que ça va également de la faute du client. Parce que souvent, nous ne prenons pas attention à la qualité, mais nous prenons plus en compte le prix. Et souvent, c'est le prix qui nous trompe. Parce que lorsque le prix est bas, nous ne pouvons pas attendre de l'article qui soit performant. Est-ce que les gens le savent? Ils sont combien qui le savent? Non, mais c'est vrai que... Parce qu'en général, nous, on est dans la philosophie, si c'est moins cher, alhamdoulilah, ça nous va. On y va, on achète. Mais c'est ça. Et voilà. c'est dans le si c'est moins cher, ça me va que l'article ne répondra pas aux attentes. D'accord. Il y a quelqu'un qui disait quelque part que si vous trouvez qu'un produit est trop cher, c'est que vous n'êtes pas le client visé. Donc il faut tout simplement aller consommer ce qui... Si vous avez acheté, vous avez commandé un article de 12 000, alors qu'en réalité, celui-ci devrait coûter 24 000, mais on vous donne ce qui a la valeur de 12 000. Oui, évidemment, comme on dit, chaque politique de prix a une cible bien prioritaire derrière. Oui, allez-y, Sarah, on vous a interrompu. Non, vous ne m'avez pas interrompu, c'est ça en fait. On ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose de qualité si on ne se voit pas dépenser pour cet article en fait. Donc si on veut de la qualité, il faut qu'on soit dépensé. Mais aujourd'hui, les créateurs ont fait en sorte que tout produit soit accessible à tout le monde, donc selon les moyens de tout le monde. Donc autant on veut qu'il y ait un produit à nos moyens, autant on doit être apte à être déçu si c'est pas efficace. Attention, après c'est pas forcément c'est pas tous les sites qui déçoivent, parce qu'il y a des sites qui, plus ils ont de la consommation, plus ils baissent les prix. Plus ils ont un pouvoir d'achat, plus ils baissent les prix. Donc facilement, ils attirent les clients, et tout en étant en étroite collaboration avec plusieurs magasins pour qu'il y ait plus d'achats sur le site. En fait, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur de l'achat en ligne souligné par notre ami Axel. Allez-y, Ketia. Cela rejoint également la concurrence, parce que plus il y a la concurrence, plus ces sites-là essayent de réduire les prix. Et souvent, même en réduisant les prix, ça ne répond toujours pas aux attentes. D'accord. On va revenir, puisque voilà, on va s'attacher à notre thématique du jour, du bonheur à la déception. On va prendre le côté déception. Vous l'avez souligné, hein, Sarah, lorsqu'on reçoit un produit, on a toujours cette difficulté à faire des réclamations. Comment ça se passe? Vous l'avez déjà vécu, vous? Comment ça se passe? Vous achetez un produit et puis vous ne pouvez pas faire la réclamation, vous le gardez derrière. Comment vous vous sentez? Je veux dire, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous sentez que vous avez dépensé de l'argent pour rien, un truc de ce genre? Comment vous vous sentez derrière? Mais c'est normal qu'on se sente mal, non? On dépense pour quelque chose. Et surtout quand tu te dis que l'article, par exemple, coûtait 14 000 et que tu as tout fait pour avoir ces 14 000 parce que tu te dis, si l'article coûte 14 000, c'est que c'est compétent. Donc, tu t'attends à recevoir quelque chose de compétent. Moi, j'ai eu le coup une fois avec les ceintures sportives, là, les espèces de gaines. Donc, j'ai regardé la publicité, mais du marketing, mais vraiment, alors là, très bien fait. C'était... vous êtes dans le domaine, vous êtes voilà. Voilà, donc c'était vraiment à couper le souffle. Et je me dis, tiens, bon, je regarde le prix. Bon, ok, d'accord, ça en vaut la peine, vu ce que j'ai vu dans la publicité, parce que c'est ça les objectifs d'une publicité en marketing. Elle doit être attirante, elle doit être... Et donc, je me dis, tiens, je commande. Et quand je commande à la réception, bon... Je n'ai pas vraiment eu le réflexe de vérifier sur le coup. J'ai juste aperçu, j'ai juste regardé, bon ok tiens, c'est la ceinture que je voulais avec la couleur que je voulais. Et quand j'arrive chez moi, où je prends le temps d'essayer la ceinture, rien qu'en essayant de la mettre autour, c'est fini. Voilà, donc là c'est le côté déception. Oui, mais bien sûr que je suis déçue. Et je n'ai pas hésité bien évidemment à contacter le magasin en fait pour faire part de mon mécontentement. Est-ce qu'ils sont assez ouverts en ce qui concerne les réclamations? Alors pour cette entreprise-là, ils n'étaient pas assez réceptifs. Et j'ai été vraiment déçue parce que je me dis, comme on dit toujours, le client il est roi. Donc si votre objectif c'est de fidéliser votre clientèle, vous avez le droit ou même l'obligation de prendre en compte
leurs appréhensions par rapport à votre produit, parce que il en va même de votre crédibilité aussi. Crédibilité, merci beaucoup. Il en va de votre crédibilité, votre notoriété pour l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je peux faire de la mauvaise publicité maintenant, vu que je n'ai pas été satisfaite et tout. Ouais. Donc voilà quoi. D'accord. On va revenir aussi sur un autre, on va dire, ce constat avec l'apparition de la Covid-19. On a vu que le e-commerce a connu un boom, l'achat en ligne. Comment faut-il se comporter aujourd'hui, mon cher Rémi? Est-ce que l'achat en ligne d'aujourd'hui va être l'achat en ligne de demain, sachant qu'on a la 4G qui arrive, la 5G aussi qui arrive dans quelques années, et vu toutes les déceptions qu'on a soulignées sur ce plateau-là, comment se comporter aujourd'hui avec l'achat en ligne? Alors aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, encore moins d'Internet. Ce qui veut dire que l'achat en ligne aujourd'hui, c'est une stratégie de commercialisation pour faciliter, comme l'a dit ma sœur Sarah, pour faciliter les courses. Donc aujourd'hui, ça va tout simplement se développer. Et en ayant justement les réclamations. Oui, parce qu'on a vu que chaque secteur d'activité se digitalise. Voilà, effectivement. Et en ayant des réclamations, les entrepreneurs, tous ceux qui sont dans ce système-là vont tout faire pour améliorer, parce que ça va aussi devenir une forme de concurrence. Donc, si on achète à gauche, si on achète chez le voisin, pourquoi pas chez moi? C'est parce que justement chez nous, on n'a pas bien mis le système en place pour pouvoir attirer la clientèle. Donc, ces derniers vont tout faire pour améliorer leur système et de mettre en exergue tout ce qui est en rapport avec cette commercialisation-là et pour avoir un bon profit. Et en parlant de clientèle, les amis, on marque une courte pause. On ira dans les fast-food en deuxième partie d'émission. À tout de suite sur Médian TV Africa. De retour sur le plateau de Génération News pour parler de la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, on parle de fast-food. Alors aujourd'hui, sur le continent qui est le nôtre, l'Afrique, on a cette habitude de manger un petit peu dans des restaurants, dans la rue tout simplement, parce qu'il y a des restaurants qui se créent la nuit pour vendre des petits, on va dire, des amuse-gueules, pour manger, déguster. Il y a des fast-food aussi qui sont là. Pourquoi aujourd'hui, Axel, vous consommez des fast-food déjà? Vous êtes un abonné, on va dire? Régulièrement. D'accord. Bon, pas assez régulièrement, mais... Et qu'est-ce qui vous pousse justement à y aller dans ces fast-foods-là? La facilité. La facilité, l'accessibilité, la rapidité. Et déjà, comme je disais, moi je suis étudiant. Donc, avec les occupations, les cours, la fatigue, on n'a pas souvent cette force ou cette capacité de mettre la marmite au feu après les cours, après une journée chargée. Donc, un fast-food rapide, tout pour terminer la journée, ça aide souvent, quoi. Vous comprenez cet amour pour les fast-foods aujourd'hui, Sarah? Au-delà de la facilité, est-ce que vous consommez déjà les fast-foods? Vous êtes dans ce domaine-là, vous consommez des fast-foods? Oui, je consomme. D'accord. Et vous comprenez évidemment, il parlait de facilité, de rapidité. Ce sont des arguments aujourd'hui qui facilitent l'envie d'y aller dans ces fast-foods-là? Alors en principe, moi je dirais avant, c'était ça nos arguments en fait, facilité, rapidité, accessibilité. Mais aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus vraiment le cas. Mais je dirais que c'est plus en termes de, on veut essayer de tenter autre chose en fait. Bon, maintenant, après... Autre chose dans le sens culinaire, c'est-à-dire on a envie de manger autre chose? Exactement, préparé par peut-être quelqu'un d'autre, pas par nous. Parce que je dirais, pour ceux qui savent bien évidemment cuisiner, c'est parfois effectivement juste un petit signe de paresse. J'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui, donc pourquoi pas me commander quelque chose? Tiens, j'ai vu une publicité par rapport à un plat, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc la curiosité aussi. Voilà, par rapport à une curiosité culinaire, à se dire que j'ai jamais essayé et puis pourquoi pas goûter et voir ce que ça pourra donner en fait. Alors on parle évidemment, c'est les avantages dressés par Sarah et Axel en parlant d'accessibilité, de rapidité. Mais quels sont, on va dire, les dangers aujourd'hui de manger dans la rue, dans les fast-foods, Ketia? Aujourd'hui, les dangers sont nombreux. Nous avons notamment le manque d'hygiène dans certains fast-foods. Nous pouvons constater que plusieurs personnes exerçant dans ce milieu-là ne font plus attention à l'hygiène. Et sans oublier
que, bon, c'est une petite parenthèse. Ben allez-y, on prend la parenthèse. D'accord. Je commandais également dans un fast-food et j'ai vu le gars qui faisait les brochettes de viande tousser devant la nourriture. C'est vrai qu'à l'ère de la Covid, c'est pas très hygiénique, intéressant. Ouais. Ouais. Et j'ai eu à discuter avec celui qui travaillait avec lui en lui disant de demander à son collègue d'éviter de tousser devant la nourriture. Et bien évidemment, il ne m'a pas écouté. Il était toujours là en train de tousser. Il s'est sûrement dit, oh, celle-là, je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Et du coup, je suis partie. Ça, c'est l'un des gros soucis des fast-foods. Il y a également le fait que les fast-foods aujourd'hui sont souvent à l'origine de plusieurs maladies. Cardio. Oui, on parle d'intoxication alimentaire. Oui, parfois, ça va très loin. Hein, oui. Effectivement, parfois, ça va très loin. Donc, je pense que c'est vrai que c'est un plaisir gourmand, mais c'est également... très dangereux. Très dangereux, oui, voilà. Mais c'est beaucoup plus la dépendance, hein, Rémi, avec ça, puisqu'on parle de facilité. Plus c'est facile, plus on se dit, bon, je ne veux pas mettre la marmite au feu, je vais aller commander, je vais prendre un fast-food derrière. Oui, effectivement, il n'est pas interdit de manger fast-food, mais c'est le faire tous les jours qui devient un danger pour notre corps. Ce qui veut dire que avoir une répétition de ces nutritions-là consiste justement à avoir des impacts sur nos cellules. Ce qui fait en sorte que nous pouvons parfois être exposés à des maladies cardiovasculaires, à des AVC, parce que les choses que nous consommons ne sont pas diversifiées. Ouais. Or, le corps humain voudrait avoir une diversification des aliments. Aujourd'hui, on a mangé fast-food et il est important de nourrir aussi le corps avec des légumes et de tout ce qui peut accompagner des aliments sains. C'est justement d'apporter un équilibre, hein, voilà. Et comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Sarah, est-ce que quelque part aussi le fait de tout le temps, comme notre ami Axel l'a souligné, ce n'est pas un abonné, mais il a l'habitude d'y aller. Est-ce que le fait d'y aller aussi, pour les étudiants que vous êtes aujourd'hui, c'est pas un peu coûteux d'y aller tout le temps, de dépenser pour les fast-foods? Mais si, ça peut s'avérer être très coûteux. Simplement parce que c'est un autre budget, vraiment se dire qu'on veut manger fast-food tout le temps. Parce que si c'est tout le temps quand même, je pense que celui qui consomme tout le temps fast-food a un budget vraiment très précis pour ça. Parce qu'on ne peut pas décider comme ça, de consommer fast-food tout le temps. Bien évidemment, en tant qu'étudiant, c'est un budget en fait, c'est vraiment un gros budget, donc... voilà, ça fausse les calculs, quelque part. Ça fausse les calculs. Axel, vous retrouvez? Ça fausse les calculs pour vous à chaque fois que vous y allez? Oui. D'accord. Oui. Ça fausse les calculs, comme on disait que déjà, avec la vie d'étudiant, on a forcément on a un budget bien réparti, bien déterminé entre charges et tout ce qui s'ensuit et tout. Oui, bon. Mais on a forcément comme ça là, un budget déjà pour fast-food de tout, mais parfois on peut déborder. Parfois on peut déborder si c'est le budget prédéfini au départ. Parce que quand la consommation devient récurrente, douce, comme je disais, à cause du manque de temps, c'est qu'à chaque fois on n'a pas le temps. Il faudrait que... Oui, mais si vous avez un budget déjà alloué pour les courses, pourquoi dépenser pour un fast-food? Alors c'est vrai, ça reste un plaisir gourmand. Comme je disais que normalement la consommation de fast-food, pour moi, la consommation de fast-food sur le fait, c'est le temps. Problème de temps. J'ai pas assez de temps en fait. D'accord. J'ai passé le temps. Et souvent, après aussi, moi, je ne suis pas un vrai cordon bleu, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment, les choses que je prépare ne m'intéressent pas. Je suis obligé d'y aller, ou bien parfois, manque de temps, ou soit des fois, je suis obligé de varier un peu par rapport à ma consommation habituelle. Ce qui fait que, voilà, je grignote un peu sur le budget que j'avais prévu pour autre chose. D'accord. Bon, il y a un moment qui nous regarde, hein, t'inquiète. Elle saura que tu évites les fast-foods dorénavant et que tu apprends évidemment à cuisiner. Et le budget peut augmenter évidemment, si maman nous regarde. J'évite les fast-food au maximum. J'évite les fast-food quand même au maximum à cause de, déjà comme on disait là, des maladies, de l'alimentation et tout. Parce que en parlant de maladies, il faut reconnaître que voilà, quand on fait les fast-food, quand ils font préparer à la maison, faire de la cuisine à la maison, c'est pas pareil que le fast-food. Parce que tu fais de la cuisine en fonction de tes apports caloriques. D'accord. C'est-à-dire que tu sais comment il faut doser l'huile par rapport à ta santé, par rapport à ton organisme. Mais le fast-food, c'est
du gras. Ouais, c'est très bourratif. Du gras, du sucré, Ouais, du salé et tout, sans prendre en considération de l'état de santé ou bien le métabolisme de X ou de Y. Et en parlant de ça, Ketsia, est-ce que pour s'attacher à notre thématique, est-ce qu'on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que si nous sommes dans l'abus des fast-foods, c'est quelque part c'est de la malbouffe? Oui. Si nous passons tout le temps à manger dans des fast-foods, effectivement, c'est de la malbouffe. Enfin, si jamais il n'y a pas ce côté, l'hygiène que vous avez souligné derrière aussi, parce qu'on parlait des maladies, il a parlé de tout ce qui est un petit peu gras, sucré, donc est-ce que la malbouffe aussi c'est dans ça, c'est dans ce domaine-là, le fait d'accumuler toutes ces choses-là? Oui, c'est bien sûr le fait d'accumuler toutes ces choses-là, parce que nous pouvons également remarquer que dans ces fast-foods-là, ils ne font pas attention à l'alimentation. Souvent, le poulet peut durer pendant des jours. Là, ils vont te servir ça, le poulet, il est pourri et tu te retrouves à avoir de l'écoulement parce qu'ils ne font pas attention à ces choses-là. Et je pense effectivement que l'abus de fast-food peut avoir un réel impact sur la santé. C'est-à-dire, oui, plaisir gourmand, mais on s'expose aussi quelque part, Rémi. Et effectivement, on s'expose énormément. Et c'est très dangereux pour un étudiant de consommer tout le temps fast-food. À cause de toutes ces choses que l'on nous propose, les sodas, les pizzas, les hamburgers, ainsi de suite, tout ça c'est de la malbouffe. Ce sont même des aliments qui sont considérés comme de la malbouffe. Mais vous voyez que à cause de consommer toutes ces choses à répétition, cela a de l'impact sur notre système immunitaire. Ce qui fait en sorte que l'étudiant aujourd'hui, bon, on va dire le jeune, devient fragile face à un certain nombre de choses. Et étant dans cette fragilité-là, nous sommes exposés à plusieurs maladies qui font en sorte que parfois on n'arrive pas à nos objectifs, qui sont par exemple aller arracher un diplôme. Donc ce que moi je conseillerais, c'est de faire un marché avec des aliments équilibrés, mettre au frigo et de consommer chaque jour ce que l'on veut tout en variant les plats. Aliments équilibrés, vous faites allusion du poisson, de la viande, poulet, les légumes, voilà quoi, tout ce qui a en rapport avec le petit déjeuner. Voilà. D'accord. Sarah, Rémi parlait tout à l'heure, évidemment, on l'a souligné sur ce plateau, les dangers de la dépendance des fast-foods. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, parce qu'il y a un phénomène, je pense que vous l'avez tous fait, ce constat-là, c'est l'avènement des fast-foods. Il y en a tellement aujourd'hui, un peu partout sur le continent. Au Sénégal, il y en a tellement. Est-ce que derrière, on doit aussi s'inquiéter un petit peu on va dire, de la flopée, la naissance de ces fast-foods-là? Si on doit s'inquiéter, oui. On doit s'inquiéter, mais je pense aussi que s'il y a cette affluence-là, c'est parce que la clientèle derrière aussi, d'accord. Du coup, comment il faut inverser le processus, il faut sensibiliser, c'est-à-dire y aller, mais avec modération, le fast-food? Oui, y aller avec modération, bien évidemment, pour déjà sa santé, pour tout ce que ça peut représenter en fait. Y aller avec modération, moi c'est ce que je dirais. Mais après, comme on dit, dans tout aspect, il y a des côtés positifs comme négatifs. Il suffit juste de faire attention, voilà, de faire attention, mais aussi sensibiliser les fast-food en fait, voilà, pour tout ça, voilà, parce qu'il y a ça aussi, parce que l'objectif souvent des fast-food c'est de vendre. C'est de vendre, parce qu'aujourd'hui on dirait qu'il y a plusieurs types de fast-food. Voilà. Il y a vraiment de fast-food qui prêtent attention à tout, voilà, parce que qui sont assez exigeants dans l'hygiène. Voilà. Oui, maintenant, il y a aussi des fast-food, comme on parlait tout à l'heure de l'accessibilité là en termes de prix. Vous allez aller dans un fast-food de la rue et tout ça, vous n'allez pas vous attendre aux mêmes règles d'hygiène qu'un fast-food bien encadré en lui-même en fait. Les attentes, les exigences ne peuvent pas être les mêmes parce que la rue, c'est la rue. La rue, c'est la rue. Oui, allez-y. Pour renchérir à ce qu'elle a dit, si aujourd'hui nous constatons une poussée de fast-food, c'est parce que ces derniers veulent répondre à un besoin. Et l'homme veut satisfaire son organisme, l'homme veut satisfaire un besoin physique. Ce qui veut dire qu'il y a une complémentarité entre
La demande. Entre la demande et l'offre. Mais ce qui n'est pas encore vu aujourd'hui, et ça il faut le dire, c'est parce qu'il n'y a pas encore des politiques de sensibilisation sur les conséquences de la consommation abusive de ces fast-foods-là. Donc ce que moi je dirais comme solution, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes de publicité, justement comme on le fait avec les boissons alcoolisées, à consommer avec modération. Et en parlant justement de ça, Axel, merci à Rémi d'avoir emboîté le pas, parce que quand on parle de sensibilisation, alors en préparant cette émission, je suis tombé sur une étude qui a été menée par une start-up sud-africaine qui parlait du taux d'obésité sur le continent, qui a grimpé, on va dire, on est à 15%, donc de 2013 à 2020, 2013-2020, voilà, 7 ans déjà, l'obésité a grimpé sur le continent. Justement, la prolifération des fast-foods, on est pour quelque chose derrière. Donc c'est le risque aussi derrière l'obésité. Oui, exactement. D'abord, je voudrais d'abord rebondir à ce que Sarah disait. Allez-y. Je disais que la flambée des fast-foods, c'est pas mauvais sur le plan économique. Voilà, sur le plan économique, déjà la flambée des fast-foods, c'est pas mauvais. Mais moi, j'opte plutôt pour une sensibilisation hygiénique, déjà par l'État. Voilà, parce que je prends par exemple au cas du Gabon, par exemple, il y a l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire. Ça existe partout, voilà. Au Sénégal aussi, l'agence elle est présente. Donc voilà, moi je dirais plutôt que les fast-foods soient présents et récurrents à tous les coins de rue, c'est pas mauvais. D'accord, mais que derrière l'État fasse le suivi, le service d'hygiène et tout bien. Maintenant, par rapport à le taux élevé d'obésité, la première cause, c'est le fast-food. La première cause, c'est le fast-food, des consommations, voilà, on va dire quoi, des burgers, des sodas et tout ce qui s'ensuit. Ça, en Afrique, au moins, on a quand même, en Afrique, au moins, c'est un peu limité, mais on prend des cas comme aux États-Unis, mais c'est grave. Oui. Aux États-Unis, on a des chiffres alarmants, comme on dirait que 40% de la population. En Afrique, c'est limité, pourquoi? Déjà, le pourcentage en lui-même, il est énorme, oui. 25%. Oui, mais quand j'essaie de faire la comparaison par rapport aux États-Unis, parce qu'en Afrique, on a encore ces valeurs-là voilà, savoir faire nos petites recettes traditionnelles. D'accord, manger du manioc, de la tchéké. Voilà, on a encore ça. D'accord. Voilà, justement. Allez-y. En fait, moi, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure du côté de l'obésité, en disant que Terence disait tout à l'heure que les premiers responsables sont les fast-foods. Moi, je dirais que c'est vrai, les fast-foods, c'est pas forcément bon quelque part, mais on ne devrait pas totalement accuser les fast-foods. Parce qu'il en va aussi de la conscience de soi, notamment dans le domaine de sa nutrition en fait. On est censé savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Parfois, lorsqu'on est, tout à l'heure on parlait de dépendance, désolé de t'interrompre Sarah, mais tout à l'heure on parlait de dépendance et en général lorsqu'on est sous l'emprise des fast-food, on oublie parfois, notre bonne conscience n'est pas parfois avec nous. Oui, mais l'emprise naît de quoi ? De cette envie-là, justement, de consommer le fast-food. Et l'envie vient de qui? Mais de nous, la clientèle. Les fast-foods sont là pour répondre à nos besoins, pour répondre à ce petit côté gourmand-là que peut susciter notre organisme. Mais ils ne sont pas forcément responsables de notre comment on appelle, de notre niveau de notre nutrition, en fait, de notre conscience, de conscience à pouvoir bien nous nourrir. Ils ne sont peut-être pas responsables, alors je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les fast-foods, mais lorsque vous avez des fast-foods par exemple qui organisent le concours du meilleur mangeur de burger, qui est en fait un burger de plus de 10 kilos de viande, là quelque part aussi il y a une forme de responsabilité derrière de la structure. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Régis, mais moi je dis toujours qu'il en va de notre responsabilité. Aujourd'hui, comme toute entreprise, les fast-food, leur objectif c'est de vendre. C'est de pouvoir faire leur chiffre d'affaires, de pouvoir, augmenter leur productivité et tout ce qui va avec. C'est ça leur objectif. Mais après, il y a le cadre marketing. Le cadre marketing, c'est tout simplement présenter un certain aspect pour vendre pour vendre la chose mise en place. Et je pense que c'est le cas des fast-foods. Et c'est à nous d'être maintenant conscients sur ce qui est bien pour nous, comme a eu à le souligner Sarah. D'accord. Et pour renchérir sur ce qu'elles ont dit, et la conscience vient de la connaissance.
Ces derniers, c'est-à-dire les consommateurs des fast-foods, n'ont pas connaissance des conséquences que cela peut enregistrer. Et c'est ce qui mène souvent à la dépendance, comme nous voyons. Et d'ailleurs, nos amis qui sont dans la nutrition parlent s'il fallait consommer un fast-food, on parle de 2 burgers par exemple dans la journée. C'est largement suffisant pour éviter la dépendance. C'est pour évidemment aller dans votre sens, mon cher Rémi. Non, mais c'est pour moi, 2 c'est trop. D'accord. Dans la journée, 2 burgers dans la journée, c'est trop. Un seul suffit comme petit déjeuner ou déjeuner, et puis le soir. Ah, petit déjeuner avec un burger quand même. C'est un peu lourd comme petit déjeuner quand même. Oui, Axel. Moi je dirais plutôt que c'est pas tant la dépendance en fait. Mais aussi, je prends par exemple le cas du Sénégal par exemple. Et ici nous remarquons que les Sénégalais consomment plus dehors. Consomment plus dehors pourquoi? C'est certainement. Je me dis que certainement ça. Bon, les Africains de manière générale, on consomme beaucoup dehors, comme je le disais. On a cette envie toujours d'y aller. À cause des activités qu'ils mènent en fait. Déjà, il faut se lever le matin pour aller vaquer à ses occupations. Soit on est un vendeur au marché, soit on est à tel truc. Donc, quand on rentre le soir, on est certainement fatigué. On est certainement fatigué et ça devient maintenant récurrent. C'est d'où vient la dépendance en fait. C'est pas qu'on le fait aussi volontairement. C'est pas qu'on le fait volontairement, c'est-à-dire qu'on est consommateur ou bien on est régulier au fast-food volontairement. C'est pas volontairement, c'est certainement. Tu justifies ta cause des activités que l'on. D'après ce que Axel disait, oui. C'est vrai que quelque part, il y a des activités qui mènent, mais je pense aussi qu'il y a l'habitude alimentaire. L'habitude alimentaire, je m'explique, en ce sens où beaucoup de gens veulent varier. Je dirais par exemple ici au Sénégal, on sait que l'habitude alimentaire par exemple c'est du tchèp chaque jour ou bien du mafé et peut-être ils n'ont pas la possibilité d'avoir autre chose en fait. Donc en allant dans un fast-food, ils ont cette possibilité-là de découvrir autre chose qui peut ne pas peut-être parfois être accessible chez eux. Oui, mais on découvre la même chose tous les jours à la même heure. On parle de dépendance, voilà. C'est là où c'est un peu compliqué aussi. On ne va pas avoir notre santé au prix des occupations. Aujourd'hui, si nous sommes occupés, on peut toujours prendre du temps pour cuisiner et pour avoir une alimentation équilibrée. Et aujourd'hui, il faut vraiment toucher du doigt sur cet aspect-là. Les fast-foods aujourd'hui ont des conséquences assez néfastes. On a parlé d'obésité, c'est parce qu'on voit une personne qui prend du poids au fur et à mesure. Mais attention sur le cerveau également. Lorsque l'on consomme trop gras, cela a des répercussions sur notre système, sur les cellules du cerveau que l'on appelle les astrocytes. Et c'est ce qui touche la mémoire. Et les jeunes, pour les jeunes qui étudient et tout, ils ont tendance à oublier très vite. Cela est causé parfois par les fast-foods, par une consommation régulière de ces fast-foods-là. Enfin, une alimentation pas très saine. Très saine. Ouais. Et en dehors de ça, en dehors des astrocytes, nous avons aussi, je l'ai dit, le système immunitaire qui est fragilisé et de tout ce qui mène aux maladies cardiovasculaires. Nous remarquons aujourd'hui que les jeunes meurent très jeunes. Bon, enfin, excusez-moi pour la tautologie, les jeunes meurent très vite. Et il y a des décès qui se font de part et d'autre. Mais lorsque l'on fait une autopsie de ce qui s'est fait, on se rend compte que c'est à cause de l'alimentation. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui nous prenions conscience de ce que nous mettons dans nos bouches, de ce que nous consommons, parce que c'est assez dangereux. On va dans les fast-foods, on nous présente un produit, quelqu'un l'a dit, on ne sait pas comment le produit est préparé. Il y a également la cuisson, il y a également les alimentations, il y a également les ingrédients. Donc tous ces mélanges font en sorte que nous consommons parfois des choses qui ne sont pas bien pour notre santé. Et on va aller y remarquer, ces jeunes parfois ne font même pas du sport pour essayer un peu de dégager. Oui, parce que c'est exactement là aussi qu'est le problème, parce qu'on mange, on remplit le corps de beaucoup de produits chimiques parfois, qu'on retrouve dans ces fast-foods-là, et derrière, on fait pas de sport. Et c'est là aussi quelque part un peu le gros danger. On a parlé de sensibilisation, en ce qui concerne évidemment les dangers un peu liés à ces fast-foods-là. Nous voyons également que très tôt, on a parlé d'obésité, on a nos jeunes frères qui souffrent aussi d'obésité très tôt par rapport à une consommation, on va dire, un petit peu abusive ou pas de ces fast-foods-là. Est-ce que la sensibilisation devrait aussi commencer à la maison avant d'y aller dans les fast-foods? En ce qui concerne nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, on donne un burger, mais derrière, il faut suivre un nutritionniste qui va nous aider justement à apporter l'équilibre dont on a besoin pour la croissance
croissance de l'enfant? Oui, je pense que la sensibilisation devrait débuter chez nous parce qu'il y a certaines familles qui prêtent attention à ça et accordent un grand suivi à l'alimentation des enfants et de toutes les personnes autour. Mais je pense également qu'il devrait avoir un grand regard à partir des agents d'hygiène dans ces structures-là. Que l'État doit vraiment avoir un grand regard parce que bien que la clientèle peut se plaindre sur le fait qu'il y ait trop d'huile, qu'il y ait peut-être que ce plat a été mal fait, souvent, ils ne prêtent pas attention à cela parce que le but, c'est de vendre. Bon, après, c'est vrai que c'est pas très intéressant de commander un plat et de recevoir un cafard dessus. Oui. Là aussi, en parlant d'hygiène, c'est dans tout ça aussi. Effectivement, mais après, je ne pense pas que le fait de le dire va changer complètement quelque chose parce qu'il va continuer à faire ces fast-food. Ça peut ne pas tomber sur moi, mais ça peut encore tomber sur quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il faut avoir un certain regard venant d'une autorité qui pourra mettre à carreau ces structures-là. Sarah, on a parlé évidemment de consommer, hein. On l'a dit, en Afrique, on a cette habitude de beaucoup consommer dehors, tard dans la nuit évidemment. Mais est-ce que la solution, ce n'est pas celle de notre ami Rémi, c'est-à-dire de tout planifier, de faire des courses, de tout planifier à la maison et de limiter des sorties, en l'occurrence vers les fast-foods. Tout organiser à la maison, on prépare, on met au frais, on réchauffe à chaque fois. Voilà, aller dans ce processus de préparer et réchauffer. Alors, il n'y a pas d'excellent cordon bleu. Enfin, je veux dire peut-être pour vous, mais notre ami Axel, il a clairement dit qu'il n'est pas un cordon bleu. Est-ce que la solution, c'est ça? C'est d'y aller dans ce sens-là? C'est de préparer à la maison, consommer à la maison? C'est déjà une résolution. C'est déjà une bonne résolution parce que, effectivement, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc, oui. Un burger maison, ça va. Un burger maison. On sait ce qu'on veut en termes de... Voilà, et on sait comment la cuisson elle est faite, on sait comment on s'y est pris, on sait comment, en fait, d'où le produit sort, en fait, parce que vous l'avez conservé chez vous, donc tu l'as fait chez toi, c'est plus sécurisé, et voilà, quoi. Maintenant, après... ça n'empêchera pas les habitudes de tout un chacun. Évidemment. C'est-à-dire que de toujours être tenté voilà, parce que même s'il y a une organisation, vous allez voir, beaucoup de maisons, c'est organisé. On fait des cours chaque fin du mois, on se dit, bon, tiens, on va avoir ça, ça, ça. C'est comme on l'a dit, le fast-food, ça reste un plaisir gourmand, mais c'est la consommation abusive qui devient en tout cas un danger, et on parle de malbouffe. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Rémi, étudiant en microfinance, d'avoir participé à Génération News. On remercie également Sarah, étudiante en communication, en marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Axel, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News, étudiant en génie logistique. Et nous terminons avec Ketia, étudiante en banque et assurance. Merci évidemment d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.